Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la plus panafricaine des télévisions du monde. Et vous regardez votre programme de tous les lundis 20h45, 7 Sport, que vous savez, qui est le résumé de la semaine de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, des commentaires, des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, nous parlerons de la finale de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans qui s'est jouée au Sénégal et remportée d'ailleurs par le Nigeria. Il sera également question du tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League européenne. Et nous terminerons cette émission avec le thème de la semaine. Eh bien, la question elle est toute simple. Euro 2016, la France, sans Benzema, la question reste posée et nous aurons bien sûr l'occasion d'en débattre avec Mamadou Niang ici et Michel Zui, à qui j'ai dit bonsoir Michel. Bonsoir Willy. Comment vas-tu? Très bien. Mais ça se voit Michel, toujours, on va dire quoi, bien coiffé, tout ça là pour nos téléspectateurs. Bah oui, Willy, à chaque fois que je sais qu'on a rendez-vous avec nos chers fidèles téléspectateurs, parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici, bah écoutez, il faut se mettre en condition pour pouvoir les servir à chaque fois. Et comme on le dit, sans eux, nous ne sommes rien, absolument Sans eux, rien. nous ne sommes rien, ce sont eux qui nous façonnent et c'est grâce à eux que nous sommes ici. Ben voilà Michel, mais aussi sur ce plateau, Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Emily. Non, Galef. Magnifique. Je ne veux pas dire qu'il y a guerre moraliste. C'est pas possible, tous les jours, c'est pas normal. Là, il faut qu'on change un peu aussi. Ah oui, il faut qu'on change. Ah oui, oui, mais. Parce qu'il y a aussi d'autres langues qui s'élèvent aussi, qui se disent, mais on parle toujours la même langue alors qu'il y a une diversité de langues. On va leur servir les autres langues, les autres salutations dans les autres langues durant les prochaines émissions. Ben oui, mais moi je vais dire mi baramo à tous nos amis qui nous regardent depuis Bangui en Centrafrique. Alors c'est là aussi, comme disait Mamadou tout à l'heure, il faut varier, n'est-ce pas? Okay. Et nous demandons bien sûr à nos amis téléspectateurs de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Canal 7, Canal 7, 7 Sport, 7 Sport. Et puis vous pouvez également nous faire parvenir vos salutations dans vos langues, vos différentes langues vernaculaires. Nous allons commencer cette émission tout de suite avec le championnat national professionnel de football au Gabon. Eh bien, on était bien sûr, on jouait pour le compte de la 4e journée. Et tout de suite, les résultats de cette 4e journée qui vont donc apparaître sur votre petit écran. Eh bien, on a eu Guena Soukou qui s'est incliné 1-3 devant l'AS Mangasport. Missile s'est imposé 1-0 devant le CF Mounana. USB 2, Olympique Mandji 1. Port-Gentil 2, Uzo 0, Stade Migovayen et le Football Canon 105 ont fait match nul, 1 but partout, alors que le Stade Mandji, lui, s'est incliné à 1-2 devant l'AOC et que Akanda et l'AS Pélican ont fait match nul, 1 but partout. Au classement général, au sortir de cette 4e journée, eh bien, on retrouve en tête l'équipe de l'USB avec 9 points, deuxième l'AS Mangasport 9 points, c'est le goal difference qui départage ces deux formations, troisième l'AS Pélican à 8 points, quatrième le CF Mounana à 7 points, cinquième Missile FC 7 points, sixième l'AOCBS 7 points. Et que pour la suite, le 7e Akanda FC 6 points, 8e le FC105 5 points, 9e Olympique Mandji 4 points, 10e Port-Gentil FC 4 points, 11e Uzo 3 points, 12e le Stade Migovayen 3 points et les deux lanternes rouges de ce championnat ont sorti après 4 journées. L'AS Stade Mandji 1 point et puis Guena Soukou, le nouveau promu, 1 point. Mamadou Niang, un mot sur ce championnat et qu'aujourd'hui on constate que bon, eh bien, ce n'est plus Mangasport qui est en tête et que tout a changé. Eh bien, c'est bien lancé après 4 journées. On voit déjà que l'USB qui revient au devant de la scène, c'est une très bonne chose pour cette équipe qui a dû, ces dernières années, quand même, représenter le Gabon très dignement et puis rater de peu l'accès de la poule à la phase de poule il y a 2 ans de cela. C'est une équipe qui revient, bon, qui draine également énormément de monde derrière. C'est très bien de la revoir à ce niveau. Il y a ensuite, comme vous l'avez dit, sur le classement, il y a Mangasport qui tient toujours la route, qui est champion en titre et qui va au mois de février revenir sur la scène africaine. C'est bien de voir ces équipes. Il y a également Mounana qui doit plonger dans la compétition africaine. On a été battu quand même par On a été battu, mais ils sont actuellement, je crois, en 4e position. Au mois de février, ils vont rencontrer le champion, le représentant du Ghana en tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Et dire un peu, on voit un peu à la fin de ce championnat
à la fin, Cette le première- 13e, le 13e et le 14e, c'est Guinée-Soukou et c'est ensuite, je crois que c'est Port-Gentil. Oui. C'est des équipes qui reviennent en première division. Et on voit un peu que c'est encore difficile pour ces équipes-là de prendre le bon chemin. Et on espère qu'au fur de la compétition, elles pourront se refaire pour ensuite mieux se positionner dans ce championnat. Mais c'est bien parti et puis c'est une très bonne chose aussi. J'ai rappelé également l'importance et le niveau relevé du championnat du Gabon. Ouais. Quand on sait qu'actuellement en France, on a quelqu'un qui est sorti directement du championnat du Gabon, Ouais. c'est le Tchadien qui était à Manga Sport. à Ninga. Oui. Et qui Casimir. voilà, Casimir Ninga, et qui fait partie actuellement des meilleurs buteurs du championnat. Donc, sorti directement du championnat gabonais et être titulaire en Ligue 1. En Ligue 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire à ce niveau. Et donc, il faut continuer dans cette lancée-là. Michel, l'équipe de Bichy s'est imposée à 1-0 devant le CF Mounana très rapidement. C'est un bon retour pour notre ami Kabitienne. Bah, bien sûr, c'est un très bon retour et surtout que le CHAN pointe à l'horizon. Vous savez que nous sommes à quelques 2 mois, je dirais même 1 mois du CHAN parce que le CHAN commence en janvier prochain. Donc c'est le moment où jamais où les joueurs qui sont sélectionnés pour l'équipe doivent se mettre en Afrique évidence, doivent se mettre en travailler. évidence, faire leurs preuves et prouver effectivement qu'ils ont leur place au sein de l'équipe. cette équipe. Donc, du coup, très bon début pour Kabitschan, mais revenir et Missile également, surtout. et Missile surtout, et revenir également justement sur la prestation des joueurs ou des différentes équipes. Vous savez, le championnat ne fait que commencer, et généralement, il y en a qui commencent de manière nonchalante, mais ce sont les prochaines journées qui vont être décisives. Voilà, donc il y en a qui commencent de manière timide, et après, elles prennent leur vitesse de croisière. Donc, je dis, pour le moment, rien n'est encore acquis, rien n'est encore gagné. Je pense même que pour le moment, il y en a qui font encore ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain, essayer de voir comment démarrent les équipes, mieux étudier les jeux et les plans tactiques et techniques des uns et des autres. Mais je pense que la phase retour, ou alors, je dirais même quand on arrivera au milieu du championnat, c'est cette phase-là qui va être très décisive. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission et parler bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Et le Nigeria a donc remporté la 2e édition de cette compétition de football des moins de 23 ans en battant en finale disputée samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, l'Algérie, sur le score de 2-1. Le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud, vainqueurs du Sénégal au tir au but en match de classement pour la 3e place, représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Mamadou Niang. Le stade Léopold Sédar Senghor souribait au Nigeria. Après le trophée de U20 au mois de mars dernier, c'est au tour de la Dream Team 6 de remporter la CAN U23 sur les mêmes installations en battant en finale l'Algérie sur la marque de 2 buts à 1. Dominateur des débats, le Nigeria finit par ouvrir le score. Sur une passe en profondeur, Etebo est déséquilibré dans la surface de réparation. Le milieu du terrain des Warriors Wolves se fait justice et inscrit son 4e but du tournoi, le 4e sur penalty. Les Algériens, jusque-là sevrés d'occasion, appuient sur l'accélérateur. À la 30e minute, le centre de Zenedine Ferrat trouve la tête d'Abdel Karim qui égalise. À la 40e minute, Etebo chipe le ballon au capitaine et défenseur Riyad Kenish, se présente seul face au gardien algérien et glisse le ballon au fond des filets. Nigeria 2, Algérie 1. 5e but de la compétition pour Etebo, son premier dans le jeu. Il s'assure ainsi le soulier d'or de la compétition. À la reprise, l'Algérie s'investit pour revenir au score. Amokran, en tentant de reprendre le ballon centré par Ferrat, est déséquilibré par son vis-à-vis. Zinedine Ferrat, pourtant l'un des meilleurs Algériens du match, voit son penalty repoussé par le gardien de but nigérien à la 67e minute. Score final, Nigeria 2, Algérie 1. Le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques Rio 2016.
Et je précise également que ces images nous viennent de la télévision de la Confédération africaine de football. Mamadou Niang, victoire du Nigeria dans cette compétition des moins de 23 ans, de cette Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. C'est encore là la preuve que le Nigeria reste une nation qui joue les premiers rôles dans toutes les compétitions. On l'a vu d'ailleurs, même en Coupe du Monde. Mais là, avec cette nouvelle victoire dans la catégorie des moins de 23 ans, le Nigeria, une nouvelle fois, fait la différence. Champion d'Afrique en U20, champion d'Afrique en U23, champion du monde en U17. En fait, c'est le résumé de tout ce que cette équipe, ce pays représente dans les petites catégories. C'est la meilleure équipe africaine en petite catégorie. Et on peut dire qu'elle fait partie également des meilleures équipes du monde en petite catégorie. Alors, cela n'étonne pas aussi quand on a également une population qui fait 173 millions d'habitants. C'est un peu plus facile pour trouver aussi des talents, de dénicher des talents qu'un pays, un petit pays qui même fait... Gabon, par exemple, Mamadou qui fait 1 million d'habitants. Mamadou ne fait pas allusion au Gabon, quand même. Le Gabon qui fait 1,5 million d'habitants ou bien 2 millions. 1,8 million, non, Mamadou, 1,8 million quand même. 1,8 million d'habitants ou bien le Sénégal qui fait 13 millions. C'est plus facile pour ce pays de 173 millions de trouver quand même des talents. Mais cela n'explique pas tout. Ça veut dire simplement que ce pays travaille à ce niveau et qu'ils sont champions d'Afrique, ce n'est pas pour rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas écrasé la compétition comme ils le faisaient d'habitude. Ouais, comme on l'a vu en Coupe du Monde. Sur le premier tour, ils ont eu une victoire et 2 matchs nuls, mais ils ont su avoir les épaules très solides en phase éliminatoire directe pour se présenter aller jusqu'en finale et puis remporter ce trophée qui était attendu également par les Nigérians, même si quelque part aussi il y a une grosse déception du côté du Sénégal. Je crois que les Sénégalais n'ont pas eu les épaules solides pendant la phase éliminatoire. C'est le Sénégal qui a abrité cette compétition. Le Sénégal a abrité cette compétition. Ils ont fait un premier tour sans faute, ce qui était une première. Mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas été solides pendant les phases éliminatoires. Il faut également louer les progrès de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains qui ont fait preuve, qui ont été battus à la première journée, mais qui sont repris, qui ont été battus en demi-finale, mais qui ont eu un mental très solide pour s'imposer contre le pays organisateur en match de classement. Donc ça va faire une très bonne représentation africaine avec l'Afrique du Sud, avec l'Algérie qui revient 35 ans après aux Jeux Olympiques et avec le Nigeria. Je crois que l'Afrique est bien représentée, sera bien représentée à ces Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Michel, un petit mot sur cette victoire du Nigeria? Bah oui, c'est une année faste pour le football nigérian parce que concernant surtout cette catégorie des U23, ils ont joué, elle a joué autant pour moi un double coup. Donc non seulement qu'elle est sortie championne d'Afrique, mais non seulement ça, mais effectivement qu'elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Donc, c'est pour dire que franchement, au départ, cette équipe-là n'était pas confiante parce qu'il faut quand même dire que elle a commencé de manière un peu difficile, laborieuse. Mais au fur et à mesure qu'elle franchissait les différentes étapes, elle a pu se remettre en confiance et pouvoir batailler comme cela se devait. Et puis, il y a Samson Siasia, l'entraîneur qui a pu faire aussi, qui a pu se faire connaître, qui s'est fait un nom à travers effectivement ce grand challenge et tout le staff technique. Donc, franchement, félicitations à ce monsieur-là qui a pu démontrer qu'il était à la hauteur des attentes effectivement de la fédération nigériane. Voilà, donc on rappelait également que Samson Siasia, ex-international nigérian, on l'a vu avec Emmanuel Amounike également, qui aujourd'hui ont repris le relais en ce qui concerne les jeunes et font parler bien sûr, ils amènent ou rapportent des résultats positifs pour leur pays. Nous allons parler de la Coupe du Monde des clubs. Le tout-puissant Mazembe est purement et simplement éliminé. Représentant de l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs, le champion d'édition 2015, les Congolais du tout-puissant Mazembe ont été battus et éliminés dimanche à Osaka par les Japonais de Sanfrecce d'Hiroshima sur le score de 3-0. Les Corbeaux de Lubumbashi disputaient leur 3e mondial des clubs et cette équipe a d'ailleurs été éliminée en quart de finale. On regarde ce reportage de Mamadou Niang. Le tout-puissant Mazembe, champion d'Afrique des clubs en titre, représentant du continent à la Coupe du Monde des clubs édition 2015, qui se dispute au Japon, ne rééditera pas son exploit de 2010. On exploite sous la forme d'une qualification en finale du mondial des clubs perdu face à l'Inter Milan de Samuel Eto'o. Les Corbeaux de Lubumbashi ont en effet été battus et éliminés de la course vers les demi-finales ce dimanche à Osaka
par les Japonais de San Francisco Hiroshima sur le score lourd et sévère de 3-0. Pour la troisième participation au mondial des clubs, les protégés du président Moïse Katumbi voient ainsi le rêve d'une seconde finale s'évanouir à Osaka. Les partenaires de Kidiaba et Kasusula quittent la compétition plus tôt que prévu en attendant de ramer vers de nouvelles conquêtes africaines. Et bien sûr que les images que vous venez donc de regarder ne sont pas celles de ce quart de finale contre les Japonais, mais des images d'archives concoctées par Mamadou Niang pour illustrer tout simplement le reportage et l'élimination du tout-puissant Mazembe en Coupe du Monde des clubs. Nous allons parler cette fois-ci de la CAF, donc de la Confédération africaine de football, et bien sûr que la Sierra Leone autorisée à nouveau à abriter les compétitions de la CAF. Alors, la Confédération africaine de football a autorisé à nouveau la Sierra Leone privée des compétitions depuis août 2014 pour cause de l'épidémie du virus Ebola à abriter les matchs de la CAF. Le public de Freetown renouera donc avec les compétitions continentales lors du match du 26 mars 2016 face au Gabon. Mamadou Niang. C'est par une correspondance du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Hicham El Amrani, datée du 6 décembre 2015, adressée à la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, que la notification a été faite. Désormais, les matchs internationaux de football et donc les compétitions de la CAF peuvent à nouveau être organisés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, privé de compétitions internationales depuis août 2014, le public de Freetown pourra voir le match Sierra Leone-Panthère du Gabon, amené par le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, prévu le 26 mars prochain, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Ce qui n'était plus arrivé depuis août 2014, quand la CAF avait décidé, faisant suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, d'interdire le déroulement de ces compétitions dans les pays touchés par l'épidémie à virus Ebola, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. De ces trois pays, seule la Guinée reste sous le coup de l'interdiction de la CAF, le pays n'ayant pas encore été déclaré Ebola-free par l'OMS. On va dire que bon, tout est rentré dans l'ordre pour ce pays qui a connu quand même quelques restrictions par rapport au virus Ebola, mais tout est rentré dans l'ordre. Désormais, on peut rejouer au football. Oui, je crois que c'est une bonne chose pour le public sierra-léonais et pour cette équipe. On se rappelle que durant les éliminatoires de la CAN 2015, cette équipe a joué tous ses matchs à l'extérieur, soit à Abidjan ou bien à Yaoundé, surtout à Yaoundé au Cameroun. Donc, le fait de commencer à recevoir, ça va multiplier les chances de cette équipe de pouvoir se qualifier. Parce qu'on sait que les Sierra-Léonais sont de très bons joueurs. Et quand il y a, en plus de ta qualité, l'apport de ton public, je pense que c'est une bonne chose que cette équipe revienne jouer. Mais pour jouer à domicile surtout. À domicile, et puis ils vont tomber sur le Gabon. C'est le Gabon qui va ouvrir le bal au mois de mars à Freetown. Je pense que ce jour-là, il y aura énormément de monde dans le stade de Freetown pour venir regarder les talents de Pierre-Emerick et de ses compagnons. Ah oui, face aux Sierra Léonais qui, bien sûr, aura envie de s'imposer chez eux, à domicile. Alors, nous allons parler de la FIFA cette fois-ci, le prince Ali, donc candidat à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football, prévue le 26 février prochain. Le prince Ali de Jordanie, qui a débuté sa tournée en Afrique, estime qu'il faut travailler avec ce continent qui regorge de potentialités. Mamadou Niang. Le prince Ali de Jordanie, un des 5 candidats à la présidence de la Fédération internationale de football FIFA, a appelé mercredi à Dakar à réformer l'organisation pour la sauver et promet à l'Afrique d'y jouer un rôle de dirigeant. Venant moi-même d'une association nationale, je pense que l'Afrique n'est pas le futur, mais le présent du football. Il faut donner à tout le monde la capacité de se concentrer sur le développement et le développement du sport. Il faut changer la FIFA en une organisation au service des gens et je pense que je suis la personne qui peut le faire, s'assurer que nous ayons les meilleures capacités en termes d'infrastructure, en termes d'entraînement, pour que nos joueurs puissent atteindre le but ultime. Le prince Ali pense aussi que la FIFA doit travailler directement avec l'Afrique, qui est un continent incroyable en termes de potentiel, pour lui donner la possibilité d'accéder au niveau que le monde footballistique souhaite atteindre.
Le football est le sport le plus populaire au monde. La réputation de l'organisation est à l'inverse. Nous pouvons changer cela et l'élection du 26 février prochain est cruciale, a déclaré le prince Ali mercredi à Dakar lors d'une rencontre avec plusieurs médias dans le cadre d'une tournée en Afrique. Avant de revenir sur Mamadou Niang par rapport à ce reportage, Michel, eh bien, là on a vu que le prince Ali de Jordanie est en train de tâter le sol africain pour pouvoir peut-être avoir des voix qui pourra l'amener à être élu président de la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Bien sûr, Willy, il a une vision assez positive de ce que doit devenir la FIFA. Et hormis le fait, il faut quand même préciser qu'il a eu l'appui effectivement des fédérations internationales, d'autres fédérations en fait, et qu'il a même d'ailleurs laissé le soin de pouvoir décider sur sa candidature. Et tout de même aussi préciser que c'est vrai que les noms de ces fédérations n'ont pas été déclinés, mais il est vraiment soutenu. Il a vraiment du monde derrière lui. Donc, qu'il puisse se démarquer et prendre cet engagement d'aller maintenant au contact, effectivement, de ces fédérations africaines. Il sait ce qu'il fait, c'est stratégique, il sait. Et je pense qu'au moment opportun, il peut y avoir une surprise concernant, effectivement, cette élection de la FIFA. Mamadou Niang, la candidature de Platini est toujours suspendue. Platini lui-même, on attend bien sûr la délibération. Est-ce que Platini sera candidat ou pas? Mais pour l'instant, le prince Ali de Jordanie est en train de gagner du terrain. Je crois qu'il a profité de la Coupe d'Afrique pour ouvrir sa campagne en Afrique, tout en sachant que en étant présent à cette Coupe d'Afrique, il aura la chance d'avoir au minimum une quinzaine de fédérations qui participent, des fédérations qui sont directement concernées par cette élection, qui participent à cette Coupe d'Afrique. Ensuite, comme il est en campagne aussi, il a mis en avant les potentialités de l'Afrique. Ça, c'est connu. L'Afrique, il dit que l'Afrique a des potentialités et il dit que s'il est élu, il faut mettre en avant le continent africain pour travailler avec la FIFA, pour travailler, pour réfléchir sur tout ce qui tourne autour de la FIFA, de son développement. Maintenant, c'est bien, il est en campagne, il est dans son rôle. Maintenant, il faudrait également que les Africains eux-mêmes sachent qu'ils ne doivent plus être des consommateurs, consommer sans modération, comme vous le dites souvent, tout ce que leur propose la FIFA, mais qu'ils doivent être au devant, qu'ils doivent faire des propositions par rapport aux réalités africaines, aux réalités du football moderne, pour ensuite imposer des places, ne pas attendre que tout se décide autour d'eux et puis qu'ils consomment Blatter a quand même pu amener à 5 places le nombre. Blatter a fait un excellent travail avec l'Afrique, avec Issa Hayatou aussi. Ouais. Parce que souvent les gens parlent de Blatter, mais il faut aussi, ou bien critique la longévité de Issa Hayatou au sein de la FIFA, de la CAF. Mais je rappelle également que Hayatou, quand il est venu en 88, de 88 à maintenant, il y a eu énormément d'avancées pour le football africain. Ouais. Non seulement en Afrique d'abord, en Afrique avec la Ligue des Champions, à l'époque, la Coupe d'Afrique des clubs ne rapportait pas d'argent, les gens jouaient et puis on offrait la coupe et les gens partaient. Maintenant, la Coupe d'Afrique et la Ligue des Champions, c'est comme en Europe, les clubs gagnent beaucoup d'argent là-dessus, ça c'est avec Hayatou. Il y a la Coupe de la CAF, les équipes gagnent beaucoup d'argent, ça c'est avec Hayatou. Ouais. Ensuite, il y a l'augmentation du nombre. Si par exemple Blatter a pu y accéder, c'est également qu'il y a eu une grosse pression, une grosse campagne de Hayatou pour que l'Afrique puisse avoir au moins 5 places. Pour avoir 5 places et même jusqu'à 6 places, parce qu'on se rappelle qu'en Afrique du Sud, comme l'Afrique organisait déjà, il y avait les 5 places de l'Afrique et les pays organisateurs. Donc l'Afrique avait pu présenter 6 nations. Donc il faut que les Africains eux-mêmes sachent leurs valeurs, ensuite puissent défendre leur dossier, puissent s'imposer pour être au cœur des décisions de la FIFA. Et il faut reconnaître, Willy, que l'Afrique a été longtemps marginalisée dans cette affaire de leader ou dans la prise des décisions au sein de la FIFA. Donc l'heure est venue maintenant, c'est ce qu'il estime, Prince Ali, que l'heure est venue maintenant que les Africains aient leur place au sein de la FIFA, au centre même de... Oui, mais pour l'instant, on a un président. Le président actuel, c'était l'Africain, Issa Hayatou. Oui, bien sûr, mais par intérim. C'est par intérim, mais là, il est en train de faire
faire une proposition à long terme, c'est-à-dire qu'au cas où, effectivement, il était promu président, ben, voilà ce qu'il fera des Africains. Donc il est temps maintenant aussi que les Africains, comme le disait tantôt Mamadou Niang, que les Africains s'imposent et qui reconnaissent, qui prennent conscience de leurs valeurs dans la prise des décisions ou dans certaines institutions, allais-je dire. Surtout au sein de la Fédération internationale de football association. Nous allons attaquer cette fois-ci l'Euro 2016, mais avant, une information. Le Cameroun part à la recherche du successeur de Volker Finke, après avoir confié l'intérim à Alexandre Bellinga pour les 2 matchs du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a lancé un appel à candidature qui va durer à 2 jours. Dévoilé le 13 décembre, l'avis d'appel à candidature prend fin le 15 décembre. Le Cameroun recherche un entraîneur local ou étranger avec la capacité de parler français ou anglais et qui a remporté de nombreux trophées comme joueur ou entraîneur. Il doit être disposé à résider en permanence au Cameroun. Passé le délai de dépôt des candidatures, une commission sera chargée de l'analyse des dossiers afin de sélectionner les 5 meilleures candidatures en vue de la désignation d'un titulaire au poste et éventuellement d'un adjoint. Claude Leroy semble en très bonne position. L'ancien sélectionneur du Congo a notamment le soutien de Roger Milla qui figure des lions indomptables. Le Français n'a pas non plus caché son désir de boucler la boucle avec le pays de ses débuts. Mamadou Niang, très rapidement, le Cameroun là est en détresse, a besoin d'un entraîneur là maintenant. Et Claude Leroy semble être celui qui est mieux placé pour prendre les rênes des Lions, mais une équipe des Lions qu'il connaît très bien. Une équipe qu'il connaît très bien, mais aussi je vois un peu la formalité, c'est du 13 au 15, donc c'est pour 2 jours. C'est juste donc une formalité. Ça veut dire que nous sommes au 14. C'est demain que ça se boucle. Hein. Voilà, c'est demain que ça se boucle. Ouais. Donc je veux dire que peut-être qu'ils ont une idée. Ouais. Ensuite, je pense que souvent aussi, les Africains n'ont pas besoin de faire une campagne, de recueillir tous les dossiers. Actuellement, tout le monde connaît qui est qui et qui sait faire quoi. Aller directement contacter un entraîneur et puis discuter avec lui. Je crois que il y a beaucoup de folklore maintenant autour de la sélection. Des entraîneurs ont fait un premier tour. C'est comme le ballon d'or. Après, on élimine certains. Après, on garde le suspense. On n'a plus le temps. Ils connaissent les entraîneurs. C'est ce qui sont valables. C'est ce qui peuvent diriger cette équipe. Si c'est Claude Leroy qui discute avec lui, si c'est Hollande qui discute avec lui. Ben, je pense aussi, Willy, qu'il faut respecter la procédure normale. Hein. Il faut savoir avoir raison. Je pense qu'en laissant la latitude à tout le monde de postuler, ce serait une manière pour la fédération de donner l'opportunité à chacun de faire savoir. Oui, mais c'est bien, comme tu dis, c'est pas mauvais aussi. Voilà, bien sûr. On sait qu'on a 2 apprentis sorciers du côté de l'Afrique. On a Claude Leroy qui est là et on a Hervé Renard. La preuve, il a raté du côté des îles et il revient aujourd'hui, je pense, en Afrique. Ce qui est très sûr, comme le disait Mamadou Niang, il faut effectivement qu'eux-mêmes décident. Mais en même temps, il faut respecter la procédure normale. Voilà. Alors, nous allons poursuivre et parler cette fois-ci de l'Euro 2016. L'équipe de France connaît l'identité de ses futurs adversaires pour l'Euro 2016. C'est à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce samedi à Paris. Pour leur Euro, les Bleus, logés logiquement dans le groupe A, vont affronter les adversaires comme la Suisse, la Roumanie et l'Albanie. Didier Deschamps et ses poulains doivent cravacher dur avant de franchir le premier tour de la phase de poule avec une Suisse conduite par l'attaquant de Stoke City, Shaqiri, et de la Roumanie qui présente un football moderne. Le coup d'envoi de la compétition aura lieu le vendredi 10 juin face à la Roumanie. Et tout de suite déjà, le tableau de ces groupes, de ce tirage au sort. Donc nous allons regarder ensemble, Mamadou Niang. Alors, dans le groupe A déjà, parce que si tout est calé, le tableau de ces groupes devait normalement apparaître. Voilà, le groupe A déjà ici. On retrouve la France, la Suisse, la Roumanie et l'Albanie. Mamadou, un commentaire rapide. La France, c'est un tirage au sort, on va dire un tout petit peu clément. La France est favorite, mais oui, tout va se jouer sur le terrain parce que les autres équipes aussi, quand on voit un peu comment elles sont qualifiées, ça veut dire qu'elles ont des arguments
faire à valoir. faire valoir. Et cette équipe d'Albanie qui a été quand même pour la France un véritable sacerdoce. Qui a battu n'a deux pas- fois la France. Bien sûr, match nul, un match Match nul nul et une victoire. et une victoire. Alors dans le groupe B, on retrouve bien évidemment après le groupe A où il y a la France, la Suisse, la Roumanie et l'Albanie. Dans le groupe B, eh bien, il y a bien sûr l'Angleterre, la Russie, la Slovaquie, le pays de Galles, Mamadou. Il y a un choc entre l'Angleterre et les Pays de Galles. Ouais, ça va être C'est un choc entre voisins. Ouais. Ça n'a jamais été facile quand les deux équipes se retrouvent. Oui, Béthane Michel un mot. Eh ben oui, Mamadou a tout dit, de toute façon. Ça va être dur hein, Ça va entre être l'Angleterre ça va être et le une pays chaude de Galles. empoignade hein, Ouais. entre ces deux équipes. Et surtout que les deux se connaissent très bien. Voilà, donc dans le groupe C, eh bien, on retrouve bien évidemment après le groupe B où il y a l'Angleterre, la Russie, la Slovaquie et le pays de Galles. Dans le groupe C, il y a l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne, l'Irlande du Nord, Mamadou. L'Allemagne championne du monde favorite. Ouais. Et puis maintenant, il y a l'Irlande du Nord qui revient après plusieurs années d'absence. Il y a également la Pologne qui va, avec son buteur Lewandowski, qui va retrouver l'Allemagne. Je pense que Ça va être compliqué là aussi. Hein. ça va être Entre compliqué. l'Allemagne et la puis Pologne. Entre l'Allemagne et la Pologne surtout. Voilà. Et dans le groupe D, après le groupe C, où il y a l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et l'Irlande du Nord, le groupe D, lui, est composé de l'Espagne, la Croatie, la République tchèque et la Turquie, Mamadou. C'est le groupe qu'on a intitulé le groupe de la mort. El grupo de la muerte. Le groupe de la mort était beaucoup de technique. Hein. Ce sera des matchs très ouverts, très techniques, parce que toutes ces équipes-là affectionnent le football technique, le football en mouvement. Je pense que ce groupe offrira de très bons spectacles. Et dans le groupe, après le groupe D, le groupe E, cette fois-ci, va donc apparaître. Et après le groupe D, ou voilà, le groupe E, dans le groupe E sont donc logés la Belgique, l'Italie, la Suède, la République d'Irlande, Michel Zueyi, là encore, eh ben, on a la Suède de Zlatan Ibrahimovic qui va jouer en France. Ah ben oui, et ça va pas être facile pour cette République d'Irlande. Et surtout dire qu'il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent là dans ce contexte. On a l'Italie et la Suède, hein, qui, là aussi ça va être un très très grand match. Ah oui, les Italiens, généralement, dans ce genre de compétition, sont très rapides hein, et très techniques. Et surtout, attention, ils sont très décisifs dans ce genre de compétition. Oui, mais c'est vrai que Donc, ça va l'Italie être- aussi n'est plus cette Italie qui faisait peur il y a quelques années. Bon, ben, écoute, elle va quand même essayer de pouvoir retrouver son meilleur niveau. Alors, après le groupe E, c'est le dernier groupe, donc le groupe F. Et dans le groupe F sont donc logés le Portugal, l'Autriche, la Hongrie et l'Irlande. Et l'Islande, Mamadou Niang. Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, on voit qu'il devrait en principe sortir de ce groupe parce que toutes les autres équipes, ça le fait quand même assez longtemps qu'elles n'ont plus participé à l'Euro. Donc, sinon, le reste est ouvert. Voilà. Il y en a qui prennent part pour la première fois à cette compétition. Hein. Je crois qu'ils sont au nombre de 5. Donc, il y a 5 équipes là, qui vont participer pour la première fois. Et ça Donc, va être un baptême, on va dire. Un on va dire, baptême Michel. de feu. Hein. Ben voilà. Et nous allons donc écouter Didier Deschamps sur le groupe A, donc le groupe de la France. Didier Deschamps, autant pour moi, le sélectionneur de l'équipe de France. Les entraîneurs et les sélectionneurs restent toujours mesurés. On l'a vu sur cette phase de qualification, il y a eu des résultats surprenants. Donc voilà, méfiant, pas d'excès de confiance et puis confiance bien évidemment et on va se préparer du mieux possible. Voilà Didier Deschamps qui dit qu'il ne faut pas avoir cet excès de confiance. Didier Deschamps également est intervenu et il a parlé, il a donné son avis par rapport aux adversaires de l'équipe de France. On attend toujours que le pays organisateur, l'idéal c'est que de gagner la compétition qu'on organise, mais ça n'a pas été toujours le cas. Mais après, on a confiance, les joueurs ont confiance en eux, il faudra avoir de l'ambition, mais aussi en ayant conscience que ça ne va pas être simple et que nos adversaires, il y a beaucoup d'adversaires qui veulent le gagner ce championnat d'Europe. On écoute également Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft, donc l'équipe d'Allemagne. Lui également parle de ses adversaires. Je pense que nous pouvons battre nos adversaires.
Nous sommes les favoris de ce groupe, c'est notre rôle et c'est ce que nous ferons. Nous connaissons nos adversaires comme la Pologne, nous les connaissons mieux que l'Ukraine ou l'Irlande du Nord. Il a également dit un mot par rapport à l'état d'esprit des joueurs, de la Mannschaft. Nous nous concentrons. Nous entrons dans ce tournoi avec une confiance de champion du monde. Voilà, et concentré, et que, comme disait Mamadou Niang tout de suite, les Allemands viennent avec cet esprit déjà et qui sont champions du monde, et que donc en ce qui concerne l'état d'esprit, eh bien les Allemands sont prêts. Oliver Bierhoff, le manager de cette équipe de la Mannschaft également, a dit un mot par rapport à ses adversaires et aussi, surtout, de la Pologne et de Lewandowski. C'est bien quand on a des matchs comme celui contre la Pologne. Nous serons alertes dès les qualifications. Nous nous méfions de Robert Lewandowski et je suis certain que nos joueurs vont regarder au-delà du match, surtout Jérôme Boateng. Voilà, c'était à l'instant Oliver Bierhoff, le manager de l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft. Nous allons poursuivre cette émission et parler du tirage au sort de la Ligue des champions européenne, exercice 2015-2016. Eh bien, le tirage au sort des huitièmes de finale, lui, s'est effectué aujourd'hui, donc quand il était à exactement 12 heures. Et le tirage au sort, voilà, les fléchettes, Mamadou, de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'AS Roma sera donc aux prises avec le Real de Madrid. Gent sera aux prises avec Wolfsburg d'Allemagne. Le PSV Eindhoven va donc affronter l'Atlético de Madrid. Arsenal, FC Barcelone, Dynamo de Kiev, Manchester City, Juventus de Turin, FC Bayern de Munich et Mamadou Niang pour la troisième fois. Cela devient un tout petit peu une nébuleuse. Paris Saint-Germain, Chelsea. On reviendra sur ce match tout de suite. Le temps de signaler qu'également il y aura Benfica, Zénith, Saint-Pétersbourg et que bien sûr les rencontres sont prévues se jouer à partir du 24 février prochain. Mamadou, Paris Saint-Germain, Chelsea, c'est finalement un quart de finale qui revient à chaque fois. On penserait même plus à un tirage au sort, peut-être à une décision humaine, puisqu'à chaque fois on arrive à ce quart de finale Chelsea, Paris Saint-Germain. C'est la troisième fois que ces deux équipes se retrouvent. Ouais. Une première fois, c'est Chelsea qui a gagné. La deuxième fois, c'est le PSG. Oui. Maintenant, on peut dire que c'est la belle, quoi. Ouais. Mais il intervient au moment où, par exemple, le Paris Saint-Germain est en pleine forme, contrairement à Chelsea qui traîne un peu les pieds dans le championnat anglais. Mais ça reste une très belle confrontation entre deux équipes qui vont certainement produire un très beau match, deux très beaux matchs. Deux très bons matchs. Donc, avec aussi entre Mourinho et Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, et ensuite entre les deux équipes, Ibrahimovic qui va trouver les autres. Donc, c'est un match intéressant. C'est le match qui va départager ces deux équipes quand même. Qui reste en suspense. Ouais, parce que là, quand même, un autre quart de finale. Michel Zueyi, Paris Saint-Germain, Chelsea. Alors, on en a vu déjà Paris Saint-Germain, Chelsea. Et que là, pour la troisième fois, on va avoir un autre Paris Saint-Germain, Chelsea. Mais je ne sais pas si c'est l'ironie du sort ou alors... Ben oui, ça, là, je t'accorde le point, Michel. Parce que là, franchement, je ne saurais m'expliquer par rapport à cette conclusion qui se détermine à chaque fois. Mais tout ce que je peux dire, c'est que qu'à cela ne tienne, le Paris Saint-Germain reste tout de même serein à chaque fois. Et je pense que c'est deux équipes qui se connaissent quand même. C'est deux équipes qui se connaissent très bien et qui ont l'habitude de croiser le fer. Les deux entraîneurs se connaissent également. Voilà, les deux Laurent Blanc, Mourinho. Donc, franchement, que le meilleur gagne. Hein. Mais voilà, franchement, comme le dit Michel, que le meilleur gagne. Donc, les huitièmes de finale aller. Bien sûr, le 8, 9e, le 16. Voilà, donc ça sera en février 2016. Et puis, les huitièmes de finale, retour 18 mars 2016. Tirage au sort des quarts de finale, c'est en avril 2016. Et la finale aller se jouera bien sûr le 13 avril 2016. Quart de finale retour. Voilà donc, et pour préciser tout simplement que la finale, quant à elle, Mamadou Niang, se jouera bien sûr à Milan, je crois bien. Ce sera très prochainement. Oui, la finale se jouera à Milan et puis Milan qui évoque de beaux souvenirs. Quand même, on a connu des équipes du Milan AC et de l'Inter, surtout du Milan AC qui a dominé en certain moment
Ouais, la grande football, équipe du la Milan grande quand équipe même, du avec Milan. les Franco Baresi. Baresi, avec Ouais, et puis on parlait de George Weah Marco Van également. Basten, Marco Van George Basten, Weah, Ruud etc., Gullit. etc. Ouais, ça c'était la grande équipe du Milan. Et puis Jean-Pierre Papin aussi, il ne faut pas l'oublier. La papinade. À la papinade. Voilà, nous allons attaquer le thème de la semaine et la question, elle est toute simple. Alors, Euro 2016, la France sans Benzema. Alors, il y a bien une raison. Nous allons regarder tout de suite le reportage de nos amis de France 24 sur, bien sûr, ce problème de chantage, de la sextape entre Karim Benzema et son, on va dire, le joueur français, qui a été donc, lui, à son niveau, un tout petit peu le chantage qui a été fait de Karim Benzema sur son partenaire. Nous allons regarder ce reportage de nos amis de France 24 et on se retrouve juste derrière. Ça se complique pour Karim Benzema. Karim Benzema, mis en examen, on l'apprend, notamment pour complicité de tentative de chantage à la sextape contre son coéquipier des Bleus, Mathieu Valbuena. Il a interdit de le rencontrer, dit la justice. L'attaquant des Bleus avait été présenté ce matin à un juge en vue de donc cette mise en examen qui est confirmée. Cécile Galoussio. C'est dans cette voiture, un peu avant 9 h, que Karim Benzema quitte le siège de la police judiciaire de Versailles, direction le palais de justice. Après une nuit en garde à vue, selon une source proche de l'enquête, l'attaquant se serait mis à table. Karim Benzema a reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance, approché par 3 escrocs qui avaient en leur possession la sextape. Un tête-à-tête qui aurait eu lieu le 5 octobre dernier, lors d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer le rôle de l'attaquant pendant cette discussion. A-t-il donné un simple conseil amical ou a-t-il fait pression sur son coéquipier pour le forcer à payer? Tout commence cet été lorsque Mathieu Valbuena est contacté par un inconnu qui affirme être en possession d'un film intime le concernant. Très vite, 3 personnes sont suspectées. 3 hommes qui, pour faire pression sur Valbuena, contactent un proche du frère de Karim Benzema. Les 3 maîtres chanteurs présumés sont aujourd'hui en détention provisoire. Voilà donc Mamadou Niang, cette affaire de la sextape entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Donc aujourd'hui, comme le disait Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, Karim Benzema n'est pas sélectionnable pour l'instant. Donc on n'a pas dit qu'il ne sera pas sélectionné, mais pour l'instant, il n'est pas sélectionnable. Nous allons écouter Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. La Fédération française de football ne peut pas être insensible aux écoutes qui sont traduites dans vos journaux respectifs. J'ai donc décidé, parce que ce n'est pas la commission de discipline pour le moment, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. J'ai informé Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Voilà, Mamadou Niang, le président de la Fédération française de football, dit qu'aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Donc, cette affaire a tout simplement, on va dire, bousculé non seulement la Fédération française de football, mais également toute l'équipe. Où aujourd'hui, au niveau même des sélections, on ne regarde plus Benzema jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Je crois que c'est une affaire extra-sportive, mais qui a eu des ramifications à partir du moment où la Fédération française pouvait ne pas intervenir. Mais à partir du moment où les tractations se sont passées à Clairefontaine, en plein regroupement, donc, et ensuite, du fait que ces 2 jours-là sont des internationaux, en fait, je pense que la Fédération s'est sentie le devoir d'intervenir. Et aussi, à partir du moment où la justice a déjà mis un garde-fou pour dire que ces deux jours-là sont interdits de se retrouver quelque part, donc c'est sûr que maintenant, on ne peut pas les sélectionner tous les 2. Et s'il y a quelqu'un qui doit subir les conséquences, c'est bien Benzema, parce que Valbuena est victime. Il est victime, donc c'est Benzema qui doit rester à l'écart en attendant. Maintenant,
Est-ce qu'il y aura des incidences sur la prestation? Nous le verrons dans le thème du jour, peut-être. Voilà, nous allons d'ailleurs écouter l'entraîneur ou le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, au sujet justement de Karim Benzema, qui n'est plus sélectionnable pour l'instant. Vous savez, la position qu'a pris mon président, je la comprends et je l'accepte. Moi, j'ai une liste à faire fin mars. Et puis j'en aurai une autre au mois de mai. Donc on est mi-décembre. Si je calcule bien, il y a un peu plus de 3 mois. En 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc aujourd'hui, non. Vous le savez pourquoi. Après, je ne sais pas. Voilà, il a dit aujourd'hui non, ben, puis il y a encore 3 mois, Mamadou, Michel Zueyi. Maintenant, la question elle est toute simple. Est-ce que l'équipe de France peut aujourd'hui aller à cet Euro 2016, bien sûr que la France abrite, sans son fer de lance, Karim Benzema? Bah, écoutez, Willy, la confiance de toute une équipe ne peut pas être reposée sur un seul joueur. Un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. C'est vrai que Benzema est un maillon fort du groupe, un maillon important, mais qu'à cela ne tienne, écoutez, les autres aussi sont importants et les autres aussi ont du potentiel, donc tout est jouable. Ce qui est là, c'est triste certes, mais je pense que ça ne pourra pas vraiment avoir de l'impact sur l'équipe, mais sauf que toutes les forces en présence ont leur place au sein de l'équipe. Mais écoutez, moi je pense qu'en ce qui concerne effectivement la décision du président de la fédération, je faisais une recherche là-dessus il y a quelque temps. Karim Benzema est en train de subir une sorte de discipline aussi, hein, parce qu'il s'avère que depuis un certain temps, il avait quand même certains comportements qui ne plaisaient pas du tout. Même, parce que vous savez, en France, on mène une sorte d'enquête de moralité également sur les joueurs. Hein. Mais depuis un certain temps, Karim Benzema n'était plus exemplaire, même dans son quartier. Donc du coup, personne ne l'avait jamais ramené à la raison, personne ne l'avait sanctionné, personne ne lui avait fait de reproches. Donc du coup, c'est une opportunité également pour le président de jouer ce rôle-là d'encadreur, de père, en prenant cette décision. C'est juste pour pouvoir discipliner ce dernier, pour pouvoir démontrer qu'il ne s'est pas bien comporté et que ça serve de leçon pour les autres qui sont au sein de l'équipe nationale. On peut dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est vrai? Oui, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Aussi par rapport un peu à certains comportements de Karim Benzema, qui laisse un tout petit peu à désirer. Bon, ben là, on essaye d'appuyer un tout petit peu là où ça fait mal pour que celui-ci pour qu'il puisse se ressaisir. Mais Mamadou, très honnêtement, sportivement parlant, quand on regarde l'équipe de France, il y a quand même sur le front de l'attaque des garçons comme Griezmann et Giroud. C'est vrai qu'ils ne sont pas très mauvais dans leur championnat respectif. Giroud avec l'équipe d'Arsenal ou encore Griezmann en Espagne. Mais que le point d'ancrage de cette équipe l'équipe de France n'est tout autre que Karim Benzema qui est un tout petit peu le pilier. Est-ce que l'équipe de France pourra jouer, mais aisément, et avoir un rendu positif sans Karim Benzema? Je crois que dans chaque équipe, il y a des leaders. Hein. Des leaders de l'attaque, des milieux du terrain ou bien le cul. À chaque fois qu'ils sont absents, ça se ressent dans l'équipe. Benzema, jusqu'à avant l'avènement de Deschamps, n'était pas en titulaire indiscutable. Il était même contesté. On se rappelle qu'il avait fait pratiquement 1222 minutes sans scorer en équipe de France. Il a essuyé quelques critiques, mais avec l'avènement de Didier Deschamps, qui a cru à Benzema, qui a mis en confiance, il est revenu. Depuis le 2013, son retour contre l'Autriche, il a mis 2 buts. La France avait gagné 6-0. Il a marqué 2 buts. Depuis, il n'a cessé d'imposer sa patte. Au mondial, il a marqué également. Au mondial, il a marqué. Il a fait de très bonnes prestations. Donc, il est pratiquement un maillon essentiel de l'équipe de France. Aujourd'hui, voir l'équipe de France aller, c'est comme qui dirait voir par exemple l'Argentine sans Messi ou bien le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Benzema, il est le seul. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, on a Griezmann, on a Martial, on a Giroud, qui sont des attaquants. Mais aucun de ces attaquants ne joue sur le registre de Benzema. Benzema, il a un registre multiple. Il est très technique. Je pense que même que quand on voit un peu les paysages des attaquants dans le monde, c'est l'attaquant le plus complet actuellement. Il joue de la tête. Techniquement, il est très bon. Il joue de la tête, il joue en déviation, il joue des 1-2. Ensuite, il peut délivrer des passes décisives. Il peut délivrer des passes décisives. Il faut sortir, participer au jeu.
Ensuite, jouer 2 buts, donc c'est un attaquant complet. Dans l'équipe de France, avec son expérience aussi, si l'équipe de France va sans Benzema, on ne peut pas dire qu'elle ne peut pas gagner l'Euro, mais ce ne sera pas de la même façon. Et ensuite, Giroud sera obligé, Deschamps sera obligé de rectifier un peu son jeu. La stratégie qu'il a adoptée avec Benzema ne sera plus la même. Donc, il sera obligé de modifier son jeu. Mais Benzema reste un maillon essentiel dans cette équipe de France. Espérons simplement que les choses, comme l'a dit le président ou bien Deschamps, vont s'éclaircir avant l'Euro et qu'ils puissent revenir. Bon, pour également les adeptes du football que nous sommes, ce serait bien de voir Karim Benzema, un gars comme Benzema. Oui, qui aujourd'hui avec le Real de Madrid brille de millefeuille. Il a marqué d'ailleurs 3 buts lors du dernier match du Real en Champions League. Michel, est-ce que c'est vrai que Karim de temps en temps se comporte pas très bien, comme tu disais tout à l'heure, mais est-ce que quand il s'agit de compétition, il n'est pas question de vraiment mettre en avant le talent, surtout encore qu'un garçon comme Karim, on le sait, capable de tout, et qu'oublier tous ces problèmes, peut-être les régler à la fin de la compétition pour que l'équipe de France aille mais vraiment avec toutes ses armes. Bon, moi je crois, Willy, que c'était pas le moment propice, hein, c'était pas le moment opportun de pouvoir le sanctionner de la sorte, parce que la France a plus que jamais besoin de Karim Benzema. Il n'y a pas de raison que d'autres équipes aient leur leader et que Karim soit absent. Mais bon, si on ne va pas non plus juger le président de la fédération, s'il estime qu'il faut préserver une certaine ambiance saine au sein du groupe, bah écoutez, c'est la décision qu'on respecte. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le disais, un joueur ne peut pas être indispensable à une équipe. Ce qui est très évident, c'est que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils trouveront des voies et moyens. Didier Deschamps trouvera des voies et moyens pour pouvoir trouver de l'équilibre au sein du groupe. Mais le souhait de toute la France et de tous les grands du ballon rond serait de voir Benzema revenir et qu'on puisse trouver une solution par rapport à ce problème. Voilà. Mamadou Niang, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne reste pas assez de temps. Il ne reste plus assez de temps, autant pour moi, approximativement à 40 secondes. Mamadou Niang, est-ce que si, bien sûr, que Karim Benzema revenait au sein de l'équipe de France, est-ce qu'il y aurait une complémentarité entre Valbuena et lui, parce qu'on sait le problème qu'il y a entre les deux joueurs? Est-ce que ce ne serait pas là aussi une position assez mauvaise pour les deux joueurs sur le terrain? Non, je pense que tout dépend de la manière dont le problème est réglé. Si par exemple les deux joueurs se retrouvent et discutent entre partenaires, puis mettre les choses à plat, il ne devrait pas y avoir de difficultés sur le terrain. On a vu des joueurs qui ne se parlent pas, des gens qui ne parlent pas, mais une fois qu'on est sur le terrain, alors on met tout de côté et puis on joue pour la nation. Pour la nation, on joue pour le maillot. Donc son retour, si tout est arrangé, je ne pense pas que ça va influencer sur la prestation de l'un ou de l'autre. Je pense que Willy, il y a quand même des psychologues, il y a quand même une manière de rapprocher les joueurs. On a vu dans certains pays ou dans certaines équipes des joueurs qui ne sont pas parvenus à s'entendre, mais il y a des psychologues qui sont là, qui ont une manière de procéder, de pouvoir régler des problèmes. Il y a une manière, une technique d'approche pour pouvoir remettre ces joueurs-là ensemble. Moi, je pense que, on espère que ça ira. Il y a encore 3 mois, et comme le disait Didier Deschamps, il y a encore 3 mois, on espère bien que le problème sera bien sûr réglé et que Karim Benzema va retrouver l'équipe de France. 7 Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Canal 7-7 Sports. Et bien sûr, faites vos propositions. Vous pouvez tout nous dire, également tout proposer, car sans vous, nous ne sommes absolument rien. 7 Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Michel, merci. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Amadou Niang? Merci. À lundi prochain, à 20h45, n'est-ce pas? Ouais. Ben voilà. 7 Sports, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain. Même plateau, même heure, et puis même décor, comme le dit Michel. Au revoir et à lundi prochain.